Bonsoir à tous, le Focus Info ce soir autour du carnaval. On l'a intitulé Carnaval, conflit de génération avec nos deux invités. Pour nous en parler, Isabelle Ider, bonsoir. Vous êtes docteur en anthropologie sociale et ethnologie et aussi maître de conférence. Robert Sebas, bonsoir. Bonsoir. Président et fondateur du groupe Manaré. Alors, ce fameux carnaval, on y tient tous, chacun y va de sa petite touche, les choses évoluent. La petite phrase qui dit « c'était mieux avant ». Mais est-ce qu'il y avait des codes avant, justement, avec une société qui comptait à une époque 70 000 habitants? Comment le carnaval a débarqué? Qui a décidé que c'est comme ça que ça devait se faire absolument? Chaque génération, en fait, l'a décidé. C'est-à-dire qu'il est arrivé déjà d'Europe avec la colonisation et ensuite chaque génération de Guyanais a apporté sa contribution et l'a façonné à son image. Donc c'est vrai que c'est un peu difficile pour les générations qui se suivent de comprendre ce que la nouvelle génération propose. Mais il faut savoir que toutes les innovations étaient apportées aussi par chaque groupe de Guyanais. Je me rappelle d'une interview que j'avais faite de Madame Borromée qui me racontait justement dans les années 70, en 74 plus précisément, qui me racontait comment elle avait démarré ces groupes structurés qui n'étaient pas du tout à la mode à l'époque. Et c'est une jeune rebelle qui arrive dans le carnaval cayennais avec un nouveau concept. Robert Sebas, avant de rentrer dans le carnaval, c'était quoi vos repères pour dire moi aussi je vais m'y mettre? Il y avait quoi comme repère? La tradition. C'était quoi? La tradition, c'était des gens qui, tous les dimanches, déambulaient dans les rues de Cayenne de façon anonyme parce qu'on ne les reconnaissait pas et qui portaient un costume. C'était ça. Un carnavalier, c'était quelqu'un de déguisé. Donc, on avait vraiment une période carnaval qui signifiait que pendant ce temps-là, eh bien, on changeait d'aspect, on était un autre individu. C'était ça mes repères. Alors, on parle de quelle année là? Dans quelle période? Alors moi je vais dire 65, 70, voilà, 65, 70. Et à quel moment vous décidez, vous, d'y aller et d'apporter votre touche, la touche Manaré? Parce que là aussi, on parle de révolution. Manaré, c'était une révolution. Oui, absolument. Moi, c'est 81. Alors, je vais être un petit peu plus précis. Ça va être 77 avec donc, le groupe Katouri, où j'ai mis les premiers pas dans les rues et où M. Camille Attico m'a permis donc de créer les premiers costumes qui vont donner après Manaré. Voilà, 77. Donc 7 ans après ce que j'ai vécu, moi, qui était un carnaval haut en couleur, où on s'amusait dans les rues, où les enfants prenaient le pas sur les adultes parce que c'est eux qui menaient le carnaval et les jeux du carnaval. Puis un gros vide entre 70 et 77, là. Le groupe d'Attico, de Mme Borromée qui essaie de remettre les choses en place en se structurant, et puis ça plonge entre 77 et 81, et je me dis, tiens, il faudrait peut-être faire quelque chose d'autre, et je crée Manaré. On va y revenir, bien sûr, voir comme ça le fil de l'histoire jusqu'à aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, le nombre d'habitants également, la violence aussi qui va avec. Revenons un petit peu à cette histoire. Est-ce qu'on peut dater en se disant, voici le premier groupe de carnaval, c'était telle année, avec les noms, on a tout ça? Oh, sûrement des spécialistes de l'histoire du carnaval. Moi, j'en suis pas une du tout. Peut-être Robert nous dira. Oui, peut-être. Moi, j'en suis pas une du tout. Sûrement, mais il y a aussi beaucoup de formes de carnaval totalement informelles qui ont fait leur apparition avant que les groupes soient structurés. C'est-à-dire le groupe structuré, par contre, là, on le voit apparaître dans les années 70 très clairement. Ce qui se passait avant était vraiment très très informel dans les rues de Cayenne. Pas d'identification particulière. Il y avait le groupe de la famille un tel ou bien de monsieur un tel, mais pas véritablement de groupe comme on constitue aujourd'hui sous forme d'associations déclarées, etc. Donc ça a vraiment pris une forme aujourd'hui très moderne qui s'adapte aux besoins aussi parce qu'il faut déclarer son association. Donc les formes informelles de carnaval, oui, elles ont existé. On voit dans les années 70-80 des formes structurées qui font leur apparition avec des groupes justement, les Porc-Épics font leur apparition. Manaré, je me rappelle très bien au début des années 80, on parlait d'un carnaval beaucoup trop caribéen par rapport au reste. Peut-être le costume. Voilà, le costume qui changeait totalement par rapport à la tradition, comme on l'évoquait précédemment. Donc tout ceci est normal. Par contre, ce qui choque
Et aujourd'hui, dans les discours, c'est ce que je comprends quand je l'analyse, c'est que ça va beaucoup plus vite qu'avant. Parce que chaque génération apporte sa contribution, ça, il n'y a rien de particulier, rien d'extraordinaire dans notre société, mais que ça aille aussi vite, oui. Là, c'est plus difficile, justement, pour les générations de discuter et de comprendre, justement, ce qui se passe. Alors, Robert Sébastien, sauf si vous voulez revenir un petit peu sur ce Oui, je voulais juste compléter ce que disait tout à l'heure Isabelle. C'est vrai qu'on est passé de plusieurs vocables. Hein. On est passé de bande, d'abord, c'était les gens de tout venant. La bande un tel, il y avait un tel qui était chez lui et qui rassemblait des gens et qui sortait dans la rue. Bande. Puis on est passé à groupe, avec le groupe Porc-Épic, le groupe Katori, et pour finir, après, on est passé à association avec Manaré et compagnie qui ont dû se déclarer. Voilà, on peut dire un peu c'est ça qui fait le carnaval. Vous êtes en ce moment en train d'exposer quelque chose, là, tous les Guyanais peuvent aller voir cette expo, c'est à l'encre. Ça démarre, c'est quoi le fil de cette exposition? Alors, l'exposition elle-même n'a pas de datation, parce que j'ai essayé simplement, moi, de... Voilà, c'est tout simplement un témoignage, hein. C'est mémoriel, c'est juste une vision de Robert Sébastien, de ce qu'il a vécu de ce carnaval. Moi, ce qui me manquait, et ce que je voulais faire ressentir à travers cette exposition, c'est le spectacle qui a lieu aujourd'hui n'était pas celui qui était là avant. D'ailleurs que les costumes n'étaient pas là par hasard, d'abord, parce qu'ils venaient tous de la vie sociale, de l'observation, des travers des gens. Et puis, il y avait une espèce d'attractivité publique au costume. Le jeu n'était pas simplement les gens qui sortaient dans les rues pour se faire admirer, mais il y avait le jeu entre les gens et les costumes. D'ailleurs, que je le dis souvent, je le répète, les enfants que nous étions, on ne se déguisait pas. On était dans les coins des rues, devant nos maisons. On attendait les jeux farines, et on courait, on les embêtait. C'était ça le jeu du carnaval. Et si bien c'était tellement vrai qu'il n'y avait pas cette structuration avec la venue maintenant où on défile, tout le monde en colonne couvrée. Le carnaval s'emparait de toute la ville. Il y avait des groupes de Touloulou. Et ça, c'est important, apparemment, de garder ça. Voilà. On va en parler en fin d'émission. Voilà, savoir comment on doit évoluer, et ça, c'est pas si simple que ça. La violence dans le carnaval, c'est un reflet de la société. Ça arrive quand, à peu près? Dans les années 90, on voit véritablement un tournant dans le carnaval. Avec le vidé. Alors, les vidés, dès les années 80, la fin des années 80, les vidés étaient déjà violents, mais pas au point aujourd'hui où on a dû carrément les supprimer pendant une longue période. Mais la violence, elle a toujours fait partie de la société, finalement. Le carnaval, si on part du principe qu'il ne fait que refléter ce qu'on est et qu'il ne fait que décrire la société qui le produit, pour l'instant, rien de particulier. Mais avec une telle ampleur, on pourrait se préoccuper et s'inquiéter justement de la vie quotidienne des Guyanais, du coup, et se poser la question de pourquoi une telle revendication et pourquoi justement s'emparer du carnaval pour parler de toutes ces revendications. Mais en dehors de ça, le carnaval prend de l'ampleur et cette violence aussi à partir des années 90 parce que la population a augmenté considérablement. Ce que nous vivons est très particulier à l'échelle déjà d'un pays normal, mais en plus à l'échelle des départements français d'outre-mer, c'est unique. On a une population guyanaise qui double tous les 20 ans. Dans les années 80, fin 70, début 80, on était quoi, 70 000 ? Voilà, et on passe à 250 000, voire 300 000 aujourd'hui. On sait qu'en 50 ans, la population a été multipliée par 7. C'est énorme. Surtout que les infrastructures n'ont pas du tout suivi pour accueillir toutes ces naissances ou bien ces migrants. Donc, les écoles, là, la problématique, on la connaît, il n'y a jamais assez de place. Et puis aussi, au niveau de l'emploi, on retrouve cette problématique. Je lisais dans un des articles de notre quotidien, on entendait que veulent les voltigeurs, presque envie de répondre, du travail. Parce que la plupart d'entre eux, c'est un peu ça le problème qu'ils rencontrent. C'est cette insertion dans la société qui fait défaut. Donc, je vais montrer aussi et revendiquer ma présence dans cette société à ma façon. Et ça va passer par la violence. Robert Sébastien, cette violence-là, vous l'avez vue arriver sous vos yeux pendant que vous étiez dans le carnaval. Absolument. On était impuissants. Impuissants parce que d'abord, le changement vient de la société, mais aussi de la modernité de la société. Je rappelle que les vidés d'avant étaient des vidés à pied. D'accord ? Les vidés étaient à pied. Les cuivres étaient à pied. D'ailleurs, il fallait tellement faire attention, parce que celui qui soufflait dans la trompette, il devait faire attention pour ne pas se faire heurter par celui qui était devant, parce qu'il se faisait abîmer la bouche. Il n'y avait pas de camion. Il n'y avait pas de camion. D'accord ? C'était des vidés à pied. Puis après, on a mis ces gens sur un camion. Puis on a estimé que la masse de gens était trop importante. On a sonorisé tout ça. Puis on a accéléré la musique. Voilà.
Et donc, ça a donné des défoulements et des gens qui se sont mis à se lâcher complètement en se disant, ben voilà, on augmente, c'est toujours plus, toujours plus, toujours plus. Moi, je vais me lâcher. On l'a vu arriver cela, mais je rappelle qu'il y a déjà le premier arrêté du maire de la ville de Cayenne, du premier maire de la ville de Cayenne, qui codifiait déjà les interdits par rapport à ce carnaval, qui disait que, attention, les gens masquaient pas après 18 heures, parce qu'il y a des risques de ci ou de ça, qui disait qu'il fallait pas porter atteinte à la vie privée des gens en citant leur nom de les choses. Donc cette violence était quand même sous-jacente, elle existait, pas à notre niveau, mais elle était là, elle était latente. Elle s'est amplifiée. Oui. C'est amplifié. Le carnaval guyanais est une mosaïque extraordinaire, avec une multitude de populations diverses et donc de cultures diverses. Le changement, c'est ça aussi. Oui. C'est tout ça aussi. Chacun vient avec sa culture, donc ça peut se mélanger, mais ça peut se heurter aussi. Oui, ça peut se heurter, mais en fait, est-ce que ça se mélange vraiment? En fait, c'est la question qu'on devrait se poser quand on voit ces défilés. C'est pour ça que je dis ça peut. Oui, parce que les défilés, d'un point de vue, là, vraiment, si on analyse véritablement sociologiquement ces défilés, on se rend compte qu'il y a vraiment une juxtaposition quand même. Hein. Les défilés, c'est pour ça que je parle des années 90, parce que avant les années 90, on n'identifiait pas réellement des groupes par rapport à leur appartenance culturelle, qu'on pourrait appeler appartenance ethnique, par exemple, entre guillemets, mais on pourrait appeler ça appartenance ethnique. Jusque dans les années 90, on parlait pas de Guadeloupéens, de Martiniquais, on connaissait pas véritablement. Les seuls à défiler et à porter leur bannière identitaire, c'était les Brésiliens. Il y avait, depuis les années 60, les groupes de Brésiliens. Brésiliens toujours, oui. Et puis dans les années 90, il y a une multitude de groupes, là ça s'est vraiment accentué. On voit une multitude de groupes ethniques carnavalesques. Je viens en tant que, et revendiquer mon identité culturelle en tant que Martiniquais, Guadeloupéen, métropolitain, Brésilien, Haïtiens qui refont leur entrée alors qu'ils avaient été chassés dans les années 70. Et chacun vient, d'ailleurs on va le voir pour la grande parade, chacun vient avec son drapeau national. C'est pour ça que je dis, le changement c'est ça aussi. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cet aspect-là des choses, Robert Sébastien? C'est à l'image de la Guyane. Hein. Nous sommes dans un pays où l'on vit les uns à côté des autres. Un pays riche, mais chacun garde sa culture, chacun garde ses coutumes, et puis on vit les uns à côté des autres. La Guyane est un pays à part pour ça. Hein. Un département à part, je dis pays. C'est un département à part pour ça. C'est-à-dire où quand même toutes les cultures arrivent à s'imposer, au-delà même du carnaval. Absolument, absolument. Donc ce carnaval, c'est normal qu'il soit maintenant à l'image du département. On ne peut pas demander à des gens qui juxtaposent leur culture de se retrouver parce que déjà il y a des carnavals dans le carnaval de Guyane. Il y a des carnavals. Je rappelle quand même que à un moment donné, la symbiose s'est faite parce que les premiers carnavaliers guyanais, les Martiniquais, Guadeloupéens, qui étaient les premiers migrants guyanais qui étaient arrivés, voilà, nous ont laissé des chansons. Nos chansons carnavalesques ont des connotations. On dit Adrienne Potchom l'a tombé, c'est pas du créole guyanais. D'accord, on est bien d'accord. Donc il y a eu cette symbiose. C'est après, comme dit Isabelle, qu'il y a eu une revendication identitaire et chacun a voulu affirmer sa couleur carnaval et sa couleur ethnique dans le carnaval pour se faire reconnaître et admettre. Très bien. Quels sont les repères pour les jeunes? Et n'est-ce pas normal qu'ils réinventent des choses secrètes, d'autres disparaissent? Et l'élection de la reine du carnaval, par exemple, on va peut-être en reparler tout à l'heure, c'était un événement à une époque, ça ne l'est peut-être plus aujourd'hui? Oui, c'est vrai que les générations inventent et réinventent, ça fait vraiment partie des constructions identitaires, parce qu'on est dans la construction d'une identité. Que cette construction identitaire ne réponde pas aux besoins de toutes les générations, là aussi, rien d'anormal. Mais ce qui est plus inquiétant, on pourrait dire, c'est qu'on a l'impression qu'il y a véritablement une rupture de transmission. Parce que lorsqu'on leur pose les questions, les plus jeunes ont un peu de mal d'ailleurs à comprendre même la fonction de certains costumes, par exemple, ou même la symbolique de certains costumes. Pourquoi ont-ils existé à un moment donné? Pourquoi certains persistent? Je vois par exemple que les jeunes se sont vraiment réappropriés le personnage du gorille. Ce qui est intéressant, c'est de voir maintenant, mais quelle symbolique, quelle signification vous donnez à tout ça. Pour l'instant, on sent que c'est pas très net, qu'il y a une petite difficulté à se retrouver finalement dans toutes ces expressions identitaires. Alors peut-être qu'un jour ils vont redéfinir, mais on sent pour l'instant qu'il y a un manque de dialogue entre les générations, la précédente, la suivante, qui dit bon ça pour nous c'est démodé, ça on va le garder, mais en même temps on ne sait pas trop pourquoi. Donc est-ce qu'on a nous-mêmes un défaut de communication avec les générations? C'est une question qu'on pourrait se poser. Robert Sébastien sur ça. Oui, je peux même rajouter que
est-ce que l'on a su transmettre correctement, ou alors est-ce que ce qu'on a transmis n'a pas percuté? Parce que aujourd'hui, on est peut-être largués nous-mêmes, hein, nous qui avions la courroie de transmission, on est largués parce que les jeunes viennent chercher dans ce carnaval. On ne vient plus chercher les mêmes choses dans ce carnaval. Les jeunes viennent du hip-hop, les jeunes viennent du absolument, rap, les absolument. jeunes viennent du voilà. rock. Voilà, et ils viennent d'une société qui est ouverte sur le monde, Exact. ce qui n'était pas avant. Nous, petits Guyanais d'avant, on vivait dans notre microcosme, Guyano-Guyanais, avec pas beaucoup d'ouverture sur le monde. Aujourd'hui, c'est la télévision, c'est... Voilà. Et donc, on veut mettre ce qu'il y a dans le monde entier dans le carnaval de Cayenne, on veut le retrouver dans le carnaval de Cayenne. Malgré tout, n'y a-t-il pas des choses qui doivent rester, on va dire, immuables pour ressentir une appartenance à la tradition du carnaval guyanais? Oui. Non, c'est la suite logique des choses, ou il faut quand même protéger une certaine tradition, ou, Mais, en fait, ou si on dit ça, on est vieux jeu? Non, pas du tout, pas du tout, parce que il se pourrait, là, par exemple, que la génération qui a 5-6 ans aujourd'hui, dans 10 ans, qu'elle se réapproprie ce qui se faisait dans les années 70. Ça pourrait arriver, c'est-à-dire que l'identité, la construction de l'identité, ce sont des allers-retours, des constructions et des reconstructions. C'est-à-dire qu'on ne va pas dans la même direction tous et finalement sans jamais se retourner. Donc il se pourrait là, difficile de dire finalement qu'est-ce qui pourrait arriver là dans 10 ans, mais il se pourrait là que dans 10 ans, des plus jeunes, ils ont 15 ans et disent non, nous ce carnaval ça ne nous intéresse pas, et qu'ils créent carrément une autre proposition de ce carnaval beaucoup plus authentique, parce que j'ai vu que nos grands-parents faisaient comme ça et comme ça, pourquoi pas? Des expos comme celle de Robert Sebas qui donnent envie aussi de dire ça se passait comme ça dans le passé. Il y a des choses qui doivent quand même rester, oui, malgré tout. Moi, je suis d'accord qu'il y a des choses quand même qui doivent rester. Si je vais illustrer ça avec des propos simplistes. Mais si le carnaval brésilien, si c'est le carnaval brésilien, on saura le reconnaître. Cuisine, de notre cuisine guyanaise, il y a des choses qui sont immuables. La cuisine a beau évoluer aujourd'hui et de tout ce qu'on voit maintenant, le bouillon d'Awara, le blaf et le machin resteront. Moi, c'est ce que j'aurais aimé pour notre carnaval. Qu'il puisse avoir effectivement cette évolution où on voit un carnaval un peu différent qui va se mettre, mais que la base demeure et qu'on s'y accroche et qu'on dise voilà, le carnaval guyanais, c'est un tout. C'est pas juste une évolution avec un passé dont on ne parle plus, mais il y a un passé et il y a une suite. Et donc le tout forme un carnaval qui est original. L'invention du tololo, c'est une richesse, on peut le dire aujourd'hui ou pas? Oui, ça montre en tout cas un intérêt particulier pour le carnaval. C'est-à-dire toute innovation, toute forme d'innovation, toute nouvelle proposition, c'est signe de bonne santé. Parce qu'au contraire, ce serait très dangereux que notre carnaval se meure et finalement soit tellement figé qu'il n'intéresse plus personne. Mais voir que la population elle-même fait des nouvelles propositions, c'est signe de bonne santé. Des nouvelles chansons, de nouvelles formes de défilés, les chorégraphies, je me rappelle quand c'est arrivé aussi dans les années 90, sont arrivées dans les rues, il y a eu de grands débats télévisés d'ailleurs, en direct, où on se demandait si oui ou non il fallait autoriser les chorégraphies, et aujourd'hui on récompense la meilleure chorégraphie dans nos parades. Donc ça c'est normal, oui, c'est signe de bonne santé, et il faut s'attendre justement à avoir de nouvelles innovations. Baltololo, on voit qu'il y a des concurrences de balles aujourd'hui, qu'il y en a plusieurs, qu'on ne sait même plus où donner de la tête tellement il y en a. Et se pourrait aussi s'attendre à ce que une autre proposition soit faite, par exemple tout le monde déguisé, voilà, et ça c'est ce que... Ça y est déjà. Par exemple, ma grand-mère l'a connu. Voilà, moi aussi. Donc, il y a très longtemps. Voilà, il y a très longtemps, ma grand-mère l'a connu. Tout le monde était déguisé du mort. Ça revient, je suis content. En fait, je me demande est-ce que c'est pas un cycle qui revient. Voilà. Comme la mode, c'est la mode. Hein. La mode, c'est un cycle qui revient. Voilà, je crois que c'est un cycle qui revient, et peut-être sous des formes plus élaborées, mais on va avoir quand même un cycle qui revient. Aujourd'hui, toutes les communes de Guyane s'approprient le carnaval guyanais. Tout ça, c'est nouveau également. Ça se passait à Cayenne uniquement, non? Non, il y a toujours eu le carnaval dans toutes les toujours. communes. Toutes les communes. Moi, je sais que lorsque j'ai commencé à enseigner en 77, à Mana, d'accord, il y avait un carnaval, et un carnaval qui était assez particulier parce qu'il y avait des jeux farine des enfants qui faisaient des jeux farine tous les mercredis dans les rues. Pas le dimanche, le mercredi. D'accord. Voilà, c'était une forme de carnaval. Et j'ai toujours entendu dire que dans toutes les communes, il y a toujours eu une forme de défilé qui était plus ou moins, pas parade, mais des gens qui étaient de porte à porte, qui se déguisaient, qui embêtaient les autres, tout le loup sale. Ça a toujours, dans toutes les communes, ça a toujours existé. Ça s'est développé après dans les plus grosses agglomérations, dans les plus grosses capitales, mais le carnaval de Guyane est quelque chose qui appartient à toutes les communes. Attention, réfléchissez bien, c'est ma dernière question. Le carnaval doit-il garder sa spontanéité, on en a un petit peu parlé, ou faut-il en faire un outil touristique encore plus grand
et inventer une sorte de Touloudrome, comme, enfin, vous avez compris, comme au Brésil, mais cette fois, c'est guyanais. On le garde comme ça, et on essaye de trouver des choses autour pour attirer encore plus de touristes, ou il faut créer quelque chose de tellement moderne pour que ça, on puisse en parler dans le monde entier, même si le personnage Touloulou suffit déjà à ce qu'on en parle dans le monde entier. Qu'en pensez-vous? Vaste question. Oui, vaste question, et puis dangereuse aussi, parce que moi je dirais ça dépend de ce qu'on veut être, parce que c'est notre reflet, c'est notre image. On s'intéresse aux touristes depuis quelques années, ça a apporté beaucoup de modifications déjà dans le carnaval, parce que les appareils photo ont fait leur apparition, on veut être plus beau, on veut être repéré, on veut être identifié, on veut être vu. Donc il y a un intérêt économique du touriste, mais le retour, justement, là, c'est qu'en échange, on a perdu pas mal au niveau symbolique. Parce qu'on oublie souvent que le carnaval est avant tout un rite, un rituel, un rite de passage, et qu'il a un message à faire passer à la communauté, que le spectateur, lui aussi, il est acteur. Alors qu'il a tendance là, avec l'arrivée du touriste, à devenir un spectacle. J'ai même entendu, alors là, j'avoue, peut-être maintenant j'ai pris de l'âge, parce que j'avoue, j'étais choquée d'entendre le public applaudir les groupes. Du jamais vu. Je dis non, c'est pas un spectacle. Moi qui ai vu le carnaval de Nice pendant plusieurs années, mais je vivais à Nice et je n'ai jamais pu participer à ce carnaval parce que les Niçois travaillent pendant les défilés. Oui. Donc on n'arrête pas de travailler, on continue. J'allais à l'université et j'ai trouvé ça tellement triste. Je me dis mais c'est quand même dommage, la population n'y participe plus. Le touriste paye sa place et s'assit dans le gradin pour regarder le défilé. Pendant ce temps, les Niçois vont travailler. Alors ça dépend ce qu'on veut. Est-ce que c'est cette forme-là, puis donner beaucoup plus d'importance aux aspects économiques du carnaval? Ou alors, poursuivre et penser que l'aspect symbolique, c'est pas si mal parce qu'on a pas mal de messages encore à faire passer. Et peut-être, là, décongestionner un peu Cayenne, parce que Cayenne a tendance à vampiriser les autres communes, à tel point que Kourou a défilé à Cayenne pendant de nombreuses années, et que Kourou ne défile que, finalement, pendant la parade du littoral. Donc, et Rémire Montjoli dans tout ça. Et moi, j'ai eu l'occasion de discuter avec des grandes personnes qui m'ont dit, mais moi, j'allais pas à Cayenne, je faisais le carnaval dans mon quartier. Ouais. Donc, peut-être revoir l'organisation pour retrouver ce symbole, ou alors donner cette orientation économique. Et là, c'est question de choix, à nous de savoir ce qu'on veut. Exactement. Et j'ai bien compris ce que vous voulez. Je crois plutôt garder cette spontanéité-là. Ah, le symbole, oui. D'un point de vue anthropologique, voilà, oui. Le symbole, le rituel, le jeu dans la rue, il est fantastique, oui. Robert Sebas, sur cette question. Moi, je suis un petit peu de cet avis, parce que je crois que à trop vouloir le vendre et le vanter, on va finir par perdre notre âme. Parce que, quelque part, on va avoir des contraintes qui vont être liées à tout ce qui est économique et touristique, etc. Voilà, il faudra plus faire ci parce qu'elle est touriste, plus faire ça parce qu'elle est touriste, ou vous se mettre... Contraintes liées à l'image également. Voilà, liées à l'image, on vendra des packages aux gens, des choses comme ça. Et or, le carnaval guyanais a ce trait de caractère qui est spécifique, c'est la spontanéité. C'est-à-dire, n'importe qui descend de l'avion peut aller au carnaval et se travestir et être dans les rues. C'est pas codifié comme à Rio. À Rio, tu vas pas aller rentrer dans voilà, c'est même pas pensable. Oui. Même pas pensable. À Nice non plus. Oui. D'accord? Donc chez nous, c'est encore c'est proche de la population. Ça nous appartient. Alors le vent. Et c'est ce qui fait la différence. C'est ce qui fait la différence. Alors en faire un produit strictement économique, je suis pas trop pour parce que c'est notre identité et cette identité, elle ne se vend pas. On l'a bien compris. J'avais quand même une dernière question quand même. La reine du carnaval, c'est quoi? C'est fini, ça. Qu'est-ce qui se passe? Alors, faudrait peut-être se poser la question. À une époque, c'était un événement. Mais oui, parce que il y avait à cette époque, la reine du carnaval est liée à ce qu'on appelle les gens qui réalisent, c'est-à-dire les créateurs. Les créateurs, qui pendant un moment se consacrent à ça. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de créateurs? Voilà, c'est ça le problème. Les grands créateurs, on les connaît, c'est Zaou, c'est Blinker, voilà, ces gens-là ont fait des choses. Et la génération de créateurs n'est pas arrivée. On n'a pas vu arriver une nouvelle génération de créateurs. Aujourd'hui, donc, il manque ces gens-là pour que... Moi, je suis pour cet événement, parce que c'était un événement phare. C'était très bien, c'était... voilà. Alors, ce qui a un petit peu changé aussi, c'est le fait qu'on ait voulu à un moment tellement organiser ce carnaval. Je rappelle que la reine du carnaval était un événement du lundi gras.
On sortait le lundi gras pour aller voir l'élection de la reine. Et puis on a voulu coller à la réalité, faire que Vaval ait sa reine plus tôt parce que c'est pas logique. Donc on a déplacé ce truc pour le mettre en janvier. En janvier, les créateurs sont pas prêts. Ouais. Ils ne sont pas encore plongés dans tout cela. Donc voilà. Et on a perdu un petit peu. Si on revenait peut-être aux fondamentaux, voilà, on trouverait des solutions. Vous voulez revenir sur ça, sur cette question, non? Moi, spécialiste là-dessus. Non, pas particulièrement sur cette question, mais en tout cas, revenir juste rapidement sur les aspects économiques, parce que je suis vraiment d'accord avec Robert là-dessus, sur les aspects économiques du carnaval. Attention quand même, parce que on entend aujourd'hui les plus jeunes dire « je peux pas sortir parce que je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de sponsor ». Donc, on a tendance avec ces aspects économiques à exclure aussi une partie de la population. Donc, le tourisme, les aspects économiques, doucement, n'y allons pas trop vite parce qu'on a tendance à discriminer. Très bien, en tout cas, voilà ce qu'on pouvait dire sur le carnaval guyanais. Conflit de génération, on a bien compris ce discours clair et limpide avec nos deux invités, Isabelle Ider, docteur en anthropologie sociale et ethnologie, maître de conférence, et Robert Sebas, président et fondateur du groupe Manaré. Merci d'avoir participé à ce Focus Info. Et à très bientôt, on se verra dans les rues de Cayenne et autres pour le carnaval guyanais. C'est comme ça qu'on se dit au revoir. Passez une excellente soirée donc, sur ATG. 3 épisodes de The Shield, suivis de L'œil de Lynx et Haïti Newsweek. Voilà, on se donne rendez-vous demain soir à 20h pour le premier magistrat, le débat autour de la commune de Cayenne. Ne ratez pas ce rendez-vous. Allez, tout de suite, le journal de TF1. Bonne soirée.